Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de ce séminaire, dans le cadre de la chaire économie sociale en partenariat avec les Petits Riens. On aura l'occasion de revenir sur nos travaux, bien sûr, durant toute l'après-midi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la question de la performance sociale et de l'impact social, je vais donner la parole pour l'ouverture de ce colloque à notre vice-recteur aux sciences humaines, Jacques Grégoire, que je remercie de prendre le temps d'ouvrir ce colloque parce que c'est important pour nous que les autorités montrent un intérêt à ce type d'initiative, et à Vincent Doumier, qui est président du conseil d'administration des Petits Riens. Voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis évidemment très heureux d'ouvrir ce colloque qui est effectivement un des moments forts de l'année académique pour la chaire des Petits Riens. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que l'essentiel, on va le réserver évidemment aux conférenciers. Je vais simplement évoquer ici deux motifs personnels de satisfaction par rapport à ce colloque et par rapport à cette chaire. La première, c'est que je suis très satisfait qu'un acteur important de l'économie sociale stimule la réflexion sur l'évaluation de ses pratiques et sur les conséquences de ses actions. Dans le domaine du non-marchand, qu'il s'agisse d'économie, d'éducation, moi je suis évidemment plus dans le domaine de l'éducation ou de l'aide aux personnes, de l'aide psychosociale, les bonnes intentions ont souvent servi de seule mesure de la valeur des actions. Et pour paraphraser André Gide, qui affirmait « on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments », on peut aussi considérer qu'on ne fait pas nécessairement de bonnes actions avec de bons sentiments. Il est indispensable de se donner les moyens d'évaluer ses actions à l'aune des objectifs poursuivis pour pouvoir, le cas échéant, revoir ses pratiques en vue d'une plus grande efficacité. S'inscrire dans une telle démarche susceptible de remettre en question des croyances, la foi dans certaines actions, n'est pas une chose aisée. De ce point de vue, le courage des Petits Riens doit être souligné. S'engager dans ce genre de processus stimule beaucoup de résistance, de crainte, etc. Mais c'est, de mon point de vue, tout à fait indispensable pour pouvoir réaliser les missions que l'on s'est données. Deuxième motif de satisfaction, c'est de voir des équipes de recherche de l'UCL qui s'impliquent dans ce projet. Trop souvent, les académiques se réfugient dans leur tour d'ivoire en observant de loin l'agitation de la cité et se félicitent de pouvoir se concentrer sur des objets bien polis, non pollués par les bruits de la vie quotidienne. Les chercheurs du CIRTES et de l'IRES sont aux antipodes d'une telle attitude. Ils ont le souci de mettre leurs connaissances et leur méthodologie au service de la société civile. De mon point de vue, l'université ne peut être un microcosme protégé en marge de la vie sociale. Les académiques sont partie prenante de cette vie sociale. Ils doivent en percevoir les problèmes, les enjeux, et s'engager à en comprendre les rouages et à chercher des solutions. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que je voudrais vraiment laisser la place aux conférenciers. Mais je voudrais ici remercier évidemment les mécènes, les Petits Riens qui soutiennent ce projet. Et je vais souhaiter ici à l'ensemble des participants au colloque un colloque intellectuellement stimulant qui soit le prélude à de nouvelles recherches utiles pour les collectivités, en particulier pour les Petits Riens. Et donc, je vais tout de suite céder la parole. Alors, je voudrais aussi, pour que ce ne soit pas mal interprété, j'ai un conseil rectoral à la même heure avec des dossiers extrêmement chauds, j'en ai parlé. Et donc, je ne vais malheureusement pas pouvoir rester, mais j'aurais bien aimé pouvoir écouter. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un manque d'intérêt, bien au contraire. Voilà. Bon colloque. Je vous rassure, je ne serai pas beaucoup plus long que le vice-recteur, mais monsieur le vice-recteur, madame le ou la professeure, mesdames, messieurs, chers amis, si les Petits Riens ont signé il y a une convention de partenariat en juin 2015 pour la création d'une chaire universitaire ayant pour thème l'économie sociale au service de la lutte contre la pauvreté, la question de l'analyse, la question du partage de nos expériences était en réflexion depuis un certain nombre d'années chez nous. Depuis bientôt 80 ans, notre mission est d'accompagner les personnes en difficulté afin qu'elles retrouvent une place dans la société. Pour ce faire, nous avons défini
2 axes prioritaires d'intervention, l'accès au logement et l'accès au travail ou l'accès à une activité. La réinsertion par le travail, c'est vrai, est pour nous la pierre angulaire de notre projet pédagogique. Mais paradoxalement, depuis 80 ans également, nous vivons les transformations permanentes auxquelles notre société est soumise et auxquelles nous nous devons de remettre continuellement nos pratiques en question. Et pour mener à bien notre mission, que je vous rappelais à quelques instants, il est donc crucial pour nous de connaître, de comprendre et de nous interroger sur notre propre fonctionnement et évidemment également sur celui de la société qui nous entoure. Cette chaire a donc pour nous pour mission de comprendre les complexités propres au champ de l'économie sociale et d'élaborer des solutions qui promeuvent la durabilité sociale et économique des entreprises sociales, en se basant, bien entendu, sur l'analyse du terrain de notre propre entreprise, avec toutes les limites qu'elle a. Alors, face à ce genre de questionnement, nous aurions pu classiquement nous retourner vers le monde des consultants. Et ils seraient venus chez nous avec des boîtes à outils. Ils nous auraient, si vous me permettez, ou s'il y a un consultant dans la salle qui l'excuse, mais ils nous auraient passé à la moulinette de leur propre méthodologie d'analyse, de leurs conseils et de leurs recommandations. Ce choix, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait et avons choisi la voie académique en précisant que c'était une voie difficile, que c'était une approche pas toujours évidente à comprendre, non seulement pour nous, non seulement pour tous nos collaborateurs internes, et que nous souhaitions partir vers un processus de recherche-action. Et pourquoi avons-nous fait ce choix ? Mais tout simplement parce qu'à la différence du monde de la consultance, c'est ensemble que nous allons construire notre boîte à outils. Et donc, Madame le professeur, nous avons le plaisir, et je mesure mes termes, de collaborer et travailler ensemble depuis maintenant une bonne année avec vous-même, votre équipe, et surtout Anaïs, que nous voyons plus régulièrement et qui a, comme je pense, grande valeur ajoutée, indépendamment de ses compétences académiques, c'est d'être rentrée dans ce processus de recherche-action et donc d'avoir fait la découverte du terrain par rapport auquel elle réfléchit, et pas une découverte académique, une découverte très pratique. Et donc nous nous félicitons vraiment de l'intelligence de cette collaboration. Nous en remercions l'UCL. Monsieur le vice-recteur, soyez notre porte-parole. Et nous sommes évidemment impatients, même si certains d'entre nous ont eu droit à quelques privilèges, de déjà un peu découvrir ce que vous allez entendre, mais nous sommes impatients des résultats de cette première année de travail, qui est évidemment la première année d'un processus de 5 ans. Et au terme de chaque année, cette chaire prévoit donc de nous retrouver, de se retrouver, j'espère aussi nombreux qu'aujourd'hui, pour chaque fois faire le point et débattre des travaux de l'année. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de mesures d'impact, d'indicateurs, de performance, etc., dans un milieu social. Alors, je vois qu'il y a pas mal de collaborateurs des Petits Riens qui sont présents et je crois que ça a été les premiers à se poser des questions. Je vois qu'il y a aussi pas mal de personnes qui font partie du secteur et je suis certain que dans vos structures, si la question a traversé la structure, elle a fait preuve de certaines craintes, certaines inquiétudes, certaines réticences. Alors aujourd'hui, au Petits Riens, on ne mesure pas encore, on est en train de mettre en place un système de mesure, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter les résultats de ces mesures. Par contre, ce que je pense qui était intéressant de vous présenter maintenant, aujourd'hui, c'était de discuter un peu de pourquoi est-ce que nous avons fait ce choix, quelles sont les réticences auxquelles on a dû faire face, et pourquoi est-ce que malgré tout ça, on a fait le choix de mesurer l'impact social au sein de notre association. Mon objectif, ça va donc être de vous livrer des éléments de réflexion, comme on aime le faire et comme c'est un des objectifs qu'on poursuit à travers la chaîne. Alors, la première question, quand on est venu présenter le projet de la chaire avec Anaïs au niveau du personnel, au niveau des cadres du personnel des Petits Riens, une des questions qu'on m'a posées, c'était de dire « Mais Julien, peut-on mesurer la foi ?» Alors, autant vous dire que j'ai calé sur cette question-là. Ça, je ne sais pas encore s'il y a moyen d'y répondre. Mais je vais commencer déjà à répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on veut mesurer ?»
par une autre approche, qui est de dire les petits riens, ça fait 80 ans qu'on existe. Alors ça fait très chouette quand je me promène, je suis directeur général d'une association qui existe depuis 80 ans. Autant vous dire, ça la pète, hein. Bravo, félicitations, tout ça. Bon, honnêtement, personnellement, moi je suis un peu moins fier, parce que Vincent Doumier le répétait, mais l'objectif des petits riens, c'est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Belgique. Et quand on regarde le bilan sur les 80 dernières années, on pourrait peut-être éventuellement remettre notre travail en cause. Il est certain que les indicateurs, en tout cas ces 30 dernières années, 40 dernières années, sur les inégalités, ne fût-ce qu'en Belgique, ne font que tendre vers le rouge. Et donc, on revient à les petits riens, 80 ans, Julien Coppens, directeur général. Je suis relativement peu fier. Et je me demande, au sein de l'association, au sein des petits riens, j'espère que ça ne démotive pas trop non plus notre personnel, parce qu'on travaille à quoi, pour finir? Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui a un sens? Ça, c'est vraiment la question qu'on est en droit de se poser. Et je crois que, on le disait tout à l'heure, répondre avec des bonnes intentions, répondre avec des « je pense que », j'ai l'impression que j'ai l'intuition qu'on fait un bon travail. C'est une façon de répondre à la question, mais elle reste quand même assez inconfortable. On peut toujours se tromper sur une intuition. Et donc je crois que le premier intérêt d'aller mesurer la performance sociale de son entreprise, c'est quelque part en interne de pouvoir se dire « ouf, je fais quelque chose et ça sert à quelque chose ». Donc ça, c'est vraiment le premier aspect et le premier élément de réponse que j'aimerais amener. Alors avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais quand même profiter de l'occasion que j'ai ici pour vous présenter un tout petit peu les petits riens et puis pour planter un peu le décor. Alors l'année dernière, on a fait une enquête auprès de la population belge pour demander un peu s'ils connaissaient les petits riens. Et à notre grande surprise, 90% de la population belge connaît les petits riens. Et je crois que parmi vous, j'ai déjà cité le nom plusieurs fois, donc maintenant vous savez qu'on parle des petits riens, mais si je vous demandais qu'est-ce qu'on fait aux petits riens, je pourrais recevoir plusieurs types de réponses. Une première réponse, ça serait les petits riens, ils collectent des vêtements qu'ils redonnent à des personnes qui sont en difficulté. Et effectivement, c'est une partie de notre action, c'est vrai, on collecte énormément de vêtements et de mobilier, etc. Les petits riens, un autre angle d'approche, ce serait de dire les petits riens, ils financent des actions sociales grâce à cette activité économique, grâce à la vente, la revente d'objets de seconde main. C'est vrai, c'est également une partie de notre activité. Ensuite, on pourrait dire, les petits riens mettent au travail des personnes dans leurs activités, des personnes qui sont dans des parcours de réinsertion, et donc, grâce à cette mise au travail, ils réinsèrent des personnes dans le monde de l'emploi. C'est également vrai, il y a 900 personnes qui travaillent au petit rien, il y en a au moins 300 à 400 qui suivent des parcours d'insertion dans toutes nos activités. Un autre dernier élément de réponse, les petits riens luttent contre la pauvreté en Belgique en hébergeant des sans-abri, en venant en aide à des familles en difficulté. Et effectivement, encore une fois, c'est vrai, grâce à l'argent qu'on gagne, nous finançons, dans l'activité économique, nous finançons des actions sociales telles que l'hébergement de sans-abri, l'aide aux familles, etc. On dispose de 2 maisons d'accueil. Une des 2 maisons d'accueil, d'ailleurs, où Anaïs a mené sa recherche, avec un projet un peu particulier, puisque quand on s'adresse à des personnes, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les accompagner pour qu'elles gagnent en autonomie, c'est-à-dire qu'elles gagnent des compétences, des capacités pour se sortir par elles-mêmes de leur situation et qu'elles aient plus besoin de nous. Ça, c'est vraiment l'objectif qu'on va poursuivre avec ces personnes. Et donc, les sans-abri qui sont hébergés dans la maison d'accueil restent en moyenne 7 mois. Ça, c'est la durée moyenne du séjour, avec un principe assez particulier, Monsieur le Président le disait, c'est l'importance qu'on va mettre sur le travail. Toutes les personnes qui sont hébergées chez nous doivent avoir une activité. Et donc, soit ils ont une formation ou un travail à l'extérieur, soit ils doivent participer aux activités des petits riens, la collecte, le tri, la revente des objets. Bon, il y a plusieurs façons de regarder les petits riens. Qu'est-ce que c'est les petits riens au final? Les petits riens, en fait, c'est tout ça. C'est une entreprise qui collecte des objets de seconde main, qui génère des bénéfices grâce à cette activité économique, qui, dans l'activité économique, tente de réinsérer des personnes et qui, grâce aux bénéfices de l'activité, finance des projets sociaux, et pas des projets menés par des partenaires, menés par l'association elle-même. Vous vous rendez bien compte de la complexité de cette machine, et je crois que là, vraiment, c'est aussi une réponse à la question qu'on se posait, consultant université, devant cette complexité, il fallait qu'on fasse appel à quelqu'un pour nous aider à essayer d'évaluer ce travail. Et donc, une fois encore, un grand merci à l'UCL pour être intervenu à nos côtés. Je reviens à la question. Pourquoi veut-on absolument mesurer la performance sociale?
Un autre élément de réponse, c'est justement de pouvoir répondre à toute une série de questions qui se posent en termes de gestion quotidienne de l'association. Quelles sont les initiatives qui fonctionnent? Et nous, est-ce que dans notre travail, on réinsère vraiment des sans-abri? Est-ce que les petits riens, finalement, c'est social? Parce qu'on a des vendeuses qui doivent atteindre des objectifs financiers. C'est quand même un peu difficile. Parfois, c'est dichotomique. L'économique, le social, ça s'oppose. Oui, non. En fait, non. On doit faire des choix. C'est simplement une question d'arbitrage. Comment est-ce qu'on peut choisir, quand on a des budgets limités, entre une opération de médiation de dette, qui est certes nécessaire à Bruxelles, par rapport à un service de post-hébergement, c'est-à-dire le suivi des sans-abri après leur hébergement dans la maison d'accueil, sont des choix qu'on doit faire, parce que nos budgets sont limités. Combien de personnes, très concrètement, c'est encadrer une gérante dans une de nos boutiques? On a comme ça toute une série de questions qui se posent au quotidien dans notre activité, et ce sont des questions auxquelles on doit répondre, parce qu'elles entraînent des choix, et il y a des enjeux économiques, financiers derrière. Et aujourd'hui, on dispose de très peu d'indicateurs pour prendre des décisions. Alors, il faut se baser, je crois, sur l'expérience, il faut tenir compte du feeling, de la connaissance des gens qui sont sur le terrain, mais comme je dis toujours, pour prendre une bonne décision, il faut une bonne information. Et donc, ce que j'aime, c'est compléter ce feeling. Je crois qu'il y a vraiment deux parties dans l'analyse, c'est compléter le feeling par une série d'informations beaucoup plus tangibles, beaucoup plus concrètes. Voilà pourquoi je pense, si on arrive réellement à mesurer notre performance sociale, que ça constituera réellement un bon outil de gestion également pour notre association. Et puis un dernier élément de réponse, j'ai envie de prendre la question encore une fois un peu à contre-pied. Pourquoi mesurer l'impact social? J'ai envie de dire pourquoi pas. Le concept que nous avons au petit rien de l'économie sociale, c'est de dire que toute entreprise, toute institution, et je crois que c'est un concept qui est de plus en plus globalement accepté, toute entreprise, toute institution qui a une activité dans le paysage belge ou mondial, a un impact sur plusieurs facteurs. Bien évidemment, elle a un impact et elle génère des résultats financiers. Ça, on en parle suffisamment à la télé, dans les journaux, etc. On parle un peu plus souvent maintenant de l'impact environnemental de l'activité des entreprises, des associations. Et on commence tout doucettement à parler de l'impact social. Alors j'ai fait un petit exercice, bon, il n'est pas du tout à l'échelle, etc., mais j'essaie de mettre en évidence l'énergie qu'on attribue au petit rien à la mesure de ces différents impacts. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, pour mesurer mes bénéfices financiers, j'ai un directeur financier, j'ai un contrôleur de gestion, j'ai 3 comptables, j'ai des vendeuses qui tous les soirs prennent leur caisse, notent le chiffre d'affaires, l'encodent dans un PC, le transmettent à la comptabilité, j'ai des ouvriers qui toute la journée vont trier, vont peser les sacs pour qu'on puisse mesurer le nombre de kilos produits par heure, fois le coût horaire pour avoir un coût de production, etc. Donc au niveau de l'analyse financière, on reviendra sur les limites de cette analyse financière, mais enfin, on est équipé et on met beaucoup d'efforts. Alors sur les analyses sur les bénéfices environnementaux, on a un petit éco-conseiller qu'on a embauché tout récemment et qui est chargé, entre autres, de mesurer l'impact environnemental de notre activité. Ok, il y a déjà quelque chose. Et puis quand vous regardez au niveau des bénéfices sociaux, malheureusement, aujourd'hui, il y a Anaïs. Quand on considère que, et c'est un des principes qu'on défend au petit rien, c'est de dire ces entreprises, ces associations qui agissent sur l'environnement devraient rééquilibrer les rapports. On accorde beaucoup trop d'importance aux bénéfices financiers. On devrait, et c'est notre postulat, réinvestir une partie de ces bénéfices financiers dans de l'action sociale, dans de l'action environnementale. C'est ce qu'on fait au petit rien, et on aimerait propager cette idée. C'est voilà, une façon de lutter contre la pauvreté, de rééquilibrer le système dans lequel on évolue. Quand on prétend ça, et qu'on ne peut malheureusement afficher que ça, j'ai envie de dire, je réponds à la question. Pourquoi je devrais mesurer l'impact social? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas déjà? Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas déjà suffisamment de moyens pour le faire? Chez nous, au petit rien, et dans d'autres entreprises. OK. Ensuite, revient la question, peut-on mesurer la foi? Sait-on mesurer l'impact social? Alors encore une fois, je n'ai pas un élément probant de réponse à vous soumettre aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas encore réellement mesuré. Et donc, je vais le prendre, encore une fois, un peu sur le côté. Je suis ingénieur commercial de formation. Et dans ma formation, on nous apprend à maximiser le profit des entreprises, donc à maximiser la performance financière de l'entreprise. Malheureusement, on parle très très peu de l'environnement et du social. J'espère que ça changera à l'avenir. Et donc, au niveau des petits riens aujourd'hui,
Je vous l'ai montré, on a quand même des gens qui travaillent dessus, donc on est capable de vous dire qu'on collecte 7000 tonnes, qu'on en trie 6000, que ça coûte environ 50 centimes par kilo trié, tout produit confondu, qu'on a 26 magasins qui font 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, toute cette activité génère environ 1,5 million d'euros de bénéfices, qui est transféré vers l'action sociale. Ok, oui, mais, Julien, c'est facile de mesurer l'économique. L'économique, c'est des chiffres. Le social, on mesure des êtres humains. Ok. Premier élément de réponse, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Ok. Pour ceux qui ne sont pas financiers, je vous ai pris un petit exemple. J'ai mon entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 1 000 € sur de la vente. J'ai des coûts de collecte, j'ai des coûts de tri, j'ai des coûts de vente, de magasins, de boutiques. J'ai un bénéfice net à la fin de l'année de 100 €. Mon indicateur bénéfice m'annonce l'entreprise est au vert, j'ai 100 € de bénéfice, tout va bien. Ok. Dans cette même entreprise, j'ai des camions, une usine assez vieillissante, et je vais devoir y faire des gros travaux. Je n'ai pas prévu, dans mon premier tableau, sur le tableau de gauche, je n'ai pas prévu ces tableaux. J'annonce un bénéfice de 100 €. Dans le deuxième tableau, une petite opération comptable qu'on apprend dans les cours d'économie, on peut faire ce qu'on appelle constituer une provision. Ça veut dire prévoir, anticiper cette grosse dépense, parce que changer un charroi avec des camions, entretenir une usine, refaire la toiture d'une usine, ça coûte des montants énormes, et on peut étaler cette charge sur plusieurs années, et donc inscrire, pendant l'année où on ne fait pas cette dépense, on peut déjà inscrire la dépense, une partie de la dépense. C'est ce qu'on appelle une provision. Okay ? Je reprends mon petit exercice comptable, j'y insère la provision, donc j'ai toujours le même chiffre d'affaires, les mêmes coûts d'opération, mais j'y insère ma provision pour mon gros entretien. J'ai mis 200 €. Maintenant, voilà mon entreprise en perte. Je fais la même activité, j'ai les mêmes chiffres de vente, j'ai les mêmes coûts d'exploitation. Juste par un phénomène d'anticipation de coûts, je passe d'un indicateur au vert à un indicateur au rouge. Laquelle des deux entreprises, lequel des deux indicateurs est le meilleur ? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Tout ça pour vous dire quoi ? Quand on regarde un indicateur économique, on se dit « ouais, l'économie, c'est facile, on sait calculer, on sait mesurer, c'est du chiffre, ça passe très vite ». Bah, tout compte fait, non. Un indicateur, comme son nom l'indique, ça donne une indication. Et qu'on parle d'un indicateur économique, qu'on parle d'un indicateur financier, on va simplement avoir une idée de l'état de santé de l'entreprise. Il va falloir prendre toute une série d'indicateurs au niveau uniquement financier pour pouvoir avoir une meilleure idée de l'état de santé de l'entreprise. Et au final, on ne saura toujours pas si on ne saura pas être, en tout cas à 100% sûr, que notre entreprise est en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc l'économique et les indicateurs dans le monde économique, en fait, ils ne sont pas si fiables que ça. Ensuite, deuxième question, que mesure mon indicateur ? Que mesure mon chiffre d'affaires dans ma boutique ? Est-ce que c'est un bête calcul rationnel ? Est-ce que c'est le nombre de chaussettes fois le prix des chaussettes égale le chiffre d'affaires ? Non. Mon indicateur chiffre d'affaires, il répond en fait à des questions très concrètes, très humaines, et qui concernent le client. Est-ce que mon client aime le produit ? Si oui, je vais vendre des chaussettes, je vais faire du chiffre d'affaires. Est-ce que je réponds à une demande ? Est-ce qu'il y a un besoin de chaussettes ? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents, de l'offre sur le marché ? Est-ce que d'autres font mieux que moi ? Mon indicateur chiffre d'affaires n'est pas un indicateur mathématique, rationnel, cartésien. C'est un indicateur humain. C'est d'ailleurs pour ça que les sciences économiques sont inscrites dans les facultés des sciences humaines. Donc, quand on me dit les indicateurs économiques par rapport aux indicateurs sociaux, ça n'a rien à voir, on ne peut pas mesurer la foi, je dis attendez, un indicateur économique mesure la foi. Donc peut-être qu'il y a moyen d'aller analyser d'autres aspects, cette fois, d'autres aspects du comportement humain que seulement son comportement de consommateur. Pour vous donner une petite histoirette, il faut quand même savoir qu'il y a des entreprises qui mesurent l'attachement à la marque. Donc il y a des boîtes, Nike est capable de vous dire à quel point les jeunes de 18 à 24 ans sont attachés à leur marque. Si là on n'est pas en train de mesurer la foi, ok, c'est pas le même Dieu, chaussures, je parlais de chaussettes, en tout cas on est en train de mesurer des choses quand même
qui, à mon sens, ne relève pas tellement de l'ordre du quantitatif, je ne sais pas comment l'appeler, quel est ce fantasme là derrière, on est bien dans des sciences humaines. S'il y a des indicateurs économiques qui mesurent une réalité humaine, allons voir si on ne sait pas mesurer autre chose de cette réalité humaine. C'est là que s'arrête mon exposé, parce que comme je vous l'ai dit, on ne mesure pas encore. Même si aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on n'a pas encore de mesure, il y a quand même des choses qui ont été très intéressantes dans la recherche. La première, c'est que j'ai découvert qu'il existait des indicateurs et des outils de mesure pour mesurer des choses au niveau de l'esprit humain qui relèvent tout à fait d'un autre domaine que celui de l'économique. Je prends par exemple la confiance en soi. Donc, Anaïs m'a appris qu'il était capable, qu'il existait des échelles de mesure de l'autocapacité perçue, à savoir la capacité que la personne pense qu'elle a par rapport à une tâche. Est-ce que je suis capable de faire ça? Il y a moyen de mesurer ça. Donc ça me donne déjà beaucoup d'espoir dans ce travail. Et puis après, j'ai envie de dire, on n'a pas encore les résultats, on n'a pas déjà des résultats, on les aura l'année prochaine. On n'a pas de mesure, mais on a déjà des résultats. Et un des résultats, moi, qui a été assez fondamental, ça a été d'aller confronter nos objectifs par rapport aux populations qui vivent nos structures. Très concrètement, on a été voir des sans-abri qui avaient séjourné dans la maison d'accueil ou qui séjournaient dans la maison d'accueil en leur demandant quels sont les effets que vous percevez. Qu'est-ce que ça a comme impact sur vous, le fait de séjourner pour vous dans la maison d'accueil? Et un truc encore plus fort qui est ressorti, c'est qu'il y a un aspect estime de soi qui est ressorti. Un résident nous a dit, moi, le fait d'être hébergé dans une maison d'accueil, dans une chambre de 4, franchement, j'en prends pour mon grade. Je me sens vraiment rabaissé. Donc, l'hébergement des sans-abri dans la maison d'accueil a un impact négatif sur l'estime de soi. On n'arrive pas encore à le mesurer, le quantifier. On travaille, on y arrivera bientôt. Ils me l'ont promis. Je mets la pression, comme d'hab, pour ne pas changer. Mais toujours est-il que le fait de pouvoir formaliser ce qu'on savait intuitivement, on sait que c'est pas évident d'être hébergé dans une maison d'accueil pour un sans-abri. Le fait de le formaliser, et puis plus tard, j'espère, de pouvoir le chiffrer, ben ça fait quoi? Ça met un focus là-dessus. À ce moment-là, on prend cette information avec beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'importance. Quand c'est quelqu'un qui vient à une table et qui dit « j'ai l'impression que », ou quand c'est quelqu'un qui vient à une table et qui dit « regardez, la dernière étude démontre que », on va lui donner beaucoup plus de crédit. Et donc, même si on n'a pas les mesures aujourd'hui, on a déjà toute une série de résultats et d'informations qui impactent notre fonctionnement, où on est de plus en plus attentif justement à ce facteur estime de soi. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années? Ben justement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les outils, ça c'est en cours, Anaïs va expliquer tout ça tout de suite. Et donc, j'espère l'année prochaine vous revoir avec des résultats. Et dans ces résultats, il y a cette hypothèse par rapport à l'estime de soi qui est passionnante, qui est bouillonnante, et qui dit que, hypothèse à tester, mais il semblerait que dans tout programme d'insertion qu'on peut concevoir, dans tout programme de formation, le premier aspect qu'il est indispensable de traiter avant d'entamer un programme, quel qu'il soit, d'accompagnement de la personne, c'est de lui redonner confiance en elle. Quelle est l'impression d'être importante, d'exister? Quelle est l'impression qu'elle peut y arriver? Et il semblerait, à confirmer, c'est ce qu'on fera dans les semaines, les mois et les années qui viennent, qu'il faudrait adapter tous nos programmes de formation, toutes nos bonnes idées d'insertion, en y mettant en premier lieu et comme condition sine qua non le travail sur l'estime de soi. Voilà, ça c'est déjà un premier résultat et j'espère qu'on va pouvoir le confirmer. Anaïs, je vais céder la parole. J'aimerais juste conclure en disant pourquoi vouloir mesurer? J'ai l'espoir que ça redonne, ou en tout cas que ça valide et que ça confirme le sens de notre action, je l'ai expliqué tout au début. J'ai l'espoir également que ça nous permette de prendre de meilleures décisions. Et enfin, j'ai l'espoir que ça permette de rétablir ou de rééquilibrer cette équation entre people, planète, profit, les personnes qu'on accompagne, l'environnement qu'on touche et les bénéfices sociaux qui restent nécessaires. Un tout dernier petit mot. Moi, je voudrais vraiment du fond du cœur remercier l'UCL et le CIRTES. L'UCL et le CIRTES pour cette collaboration parce qu'elle est vraiment très très riche, stimulante et vraiment elle nous apporte beaucoup de choses. Et l'implication dont vous faites preuve dans notre réalité est vraiment quelque chose de fondamental. J'aimerais donc remercier personnellement Anaïs et Marthe aussi pour leur travail dans la chaire et
tous les efforts qu'elles ont fait d'abord pour nous convaincre de rentrer dedans, parce que vraiment aujourd'hui on ne regrette pas du tout ce choix. J'aimerais remercier chez nous aussi Odile et Nicolas qui ont beaucoup travaillé particulièrement sur ce programme qui est assez costaud, complexe et parfois bien largement dehors de leurs heures. Et puis vous remercier toutes les personnes au sein des Petits Riens qui ont participé de près ou de loin à la recherche, à tous nos bénéficiaires. Un dernier petit mot, c'est la première fois au niveau des Petits Riens, en tout cas ça fait pratiquement 15 ans que je dirige les Petits Riens, c'est la première fois qu'on sort, et j'ai envie de dire on sort enfin un truc comme ça. N'oubliez pas de l'emmener quand vous partez. Il y a vraiment quelque chose dedans. Et je suis vraiment trop content, grâce à vous tous qui avez participé à ce travail, de pouvoir aujourd'hui sortir enfin un truc et partager quelque chose. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé et que mon intervention et que ce document surtout vous aidera à réfléchir sur la question, vous poser les bonnes questions, avancer dans vos chemins. On est tous multiples et les solutions doivent être multiples. Il n'y a pas une vérité. Je ne crois pas détenir la vérité, mais en tout cas, j'espère qu'on vous apportera aujourd'hui toute une série d'éléments de réponse ou de questionnements aussi stimulante que ça a pu l'être pour nous pendant toute cette année. Un dernier mot. Vivement demain. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez compris, je suis la chercheuse qui travaille dans le cadre de la chaire des Petits Riens. Et tout d'abord, c'est une joie pour moi de travailler dans ce cadre-là, et c'est particulièrement riche. J'ai appris énormément également. Et puis, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Voilà. Ce que je vais présenter ici, en fait, se retrouve dans cette fameuse petite note. Et en fait, je vais aborder de façon assez générale d'abord les enjeux socio-économiques que l'évaluation de la performance sociale des entreprises sociales soulève. Et puis, on va voir aussi les défis méthodologiques, parce que vous allez voir, c'est loin d'être simple d'avoir une mesure d'impact social. Et puis, enfin, je vais vous présenter ce que on est occupé à concevoir au sein des Petits Riens. Alors, pour commencer, le contexte actuel, le contexte actuel, il est caractérisé par une pression forte sur les entreprises sociales pour qu'elles mettent en place des dispositifs qui permettent d'évaluer leur performance sociale. Alors, il y a 3 grands acteurs qui participent à cette pression. C'est d'abord les pouvoirs publics. Donc la récession actuelle font que les pouvoirs publics sont de plus en plus vigilants à la façon dont les ressources publiques sont allouées, et ils demandent de plus en plus aux entreprises sociales d'apporter une preuve de leur plus-value sociétale. Pour vous donner un exemple, il y a 2 fonds au niveau européen qui ont été mis sur pied pour soutenir l'économie sociale, et ces fonds vont être alloués à des entreprises qui sont capables d'apporter une incidence sociale mesurable. Le deuxième grand acteur, ce sont les investisseurs sociaux qui sont soucieux d'avoir du rendement financier de leur investissement, mais pas uniquement, aussi du rendement social de cet investissement. Et alors, il y a une palette très importante d'investisseurs sociaux qui font plus ou moins attention à l'un ou à l'autre, ou qui donnent plus ou moins de poids à l'un ou à l'autre, mais l'idée, c'est qu'on a cette double nécessité, et ils demandent donc également aux entreprises de pouvoir apporter une dimension chiffrable de ce rendement social sur l'investissement. Alors, un exemple d'investisseurs sociaux, c'est Fitrust Partners, qui va participer au débat tout à l'heure. Et puis enfin, on a les entreprises sociales elles-mêmes. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises sociales qui entrent dans cette démarche et essayent de développer des dispositifs pour évaluer, pour valoriser les performances sociales des entreprises sociales. On peut citer notamment le gros projet de Concertès qui s'appelle le projet VISE, qui vise à valoriser l'impact social des entreprises sociales. Il y en a d'autres, SOS Fin aussi, qui participera également au débat tout à l'heure.
Alors, quels sont les enjeux pour une entreprise sociale vis-à-vis de ces trois grands acteurs? Vis-à-vis des pouvoirs publics, les enjeux de mettre en place un dispositif d'évaluation de ces performances sociales pour une entreprise sociale, c'est d'asseoir sa légitimité et d'attirer des financements publics. Vis-à-vis des investisseurs privés, c'est d'attirer des financements privés. Et vis-à-vis d'elle-même, c'est d'améliorer ses pratiques et d'atteindre sa mission, d'essayer d'atteindre sa mission. Alors le contexte actuel, eh bien, il comprend des risques et des opportunités. Alors je vais ici vous présenter quelques risques, il en existe d'autres, et quelques opportunités, il en existe d'autres également. Premièrement, il y a un risque d'une volonté de vouloir standardiser de façon excessive les outils et les indicateurs qui peuvent bien convenir à certaines entreprises sociales et beaucoup moins à d'autres. Et de vouloir ainsi rentrer dans une démarche qui viserait à classifier et comparer les entreprises sociales entre elles, avec un risque de comparer vraiment des pommes avec des poires. Un deuxième effet, un deuxième risque qu'on a appelé effet projet sélectionné, c'est le risque de mettre trop d'attention sur des projets simples, avec des résultats facilement chiffrables, au détriment de projets plus complexes, participatifs, avec des résultats plus lents et plus diffus, et donc plus difficilement quantifiables. Le troisième effet, qu'on a appelé l'effet boussole, qui là est un risque à l'intérieur même de l'organisation, c'est qu'on donne trop de poids aux indicateurs. C'est-à-dire que, comme Julien l'a dit, les indicateurs sont là pour indiquer et non pas pour être une boussole absolue. Donc il faut toujours pouvoir remettre en question la pertinence de ces indicateurs, la pertinence du dispositif, et toujours avoir bien en tête d'où ils viennent, quelle a été la méthodologie utilisée pour les mesurer, parce qu'on peut arriver à des résultats différents en utilisant des méthodologies différentes. Donc c'est extrêmement important de toujours avoir en tête d'où vient l'indicateur, les résultats que l'on montre. Alors en termes d'opportunités, je vais citer ici trois grandes opportunités. Une première opportunité, c'est de renforcer la légitimité des entreprises sociales en apportant une preuve de leur plus-value sociétale. Une deuxième grande opportunité, c'est de renforcer la culture de l'évaluation et donc d'améliorer les pratiques. Et enfin, si le processus d'évaluation des performances sociales se fait de façon participative, une troisième opportunité, c'est de pouvoir mobiliser les parties prenantes autour du projet social. Et donc de recréer d'avoir un regain de motivation de la part de ces parties prenantes. En bref, l'idée c'est que le contexte est là, la pression est là, et on pense que les entreprises sociales ont tout intérêt à se saisir du débat, se saisir de la thématique et à mettre en place des outils, des méthodologies qui leur conviennent et qui sont en cohérence avec leurs pratiques et leur culture d'entreprise. Alors pour ça, on peut considérer qu'il y a deux grandes approches possibles. Une première approche, c'est l'évaluation des processus. Alors cette approche, elle va vraiment se focaliser sur la cohérence du projet. L'idée, c'est de s'assurer que les actions menées sont en cohérence avec la mission de l'organisation. Elle va également s'intéresser au mode de fonctionnement, c'est-à-dire aux mécanismes de gouvernance, au degré de transparence, au processus de ciblage des bénéficiaires. Tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises peut aussi rentrer dans cette catégorie, c'est-à-dire la façon dont, par exemple, l'entreprise traite ses travailleurs sociaux. Mais cette démarche ne va pas essayer vraiment de quantifier, d'appréhender, de capturer vraiment l'effet de l'action de l'entreprise sociale sur ses bénéficiaires. C'est-à-dire comment est-ce que cette action affecte réellement le bénéficiaire. Ça, c'est la seconde approche possible, qui est l'évaluation de l'impact social. Où là, ce qu'on va vraiment essayer de voir, c'est quel est l'effet induit sur les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Alors, bien sûr, ces deux approches sont complémentaires et peuvent être menées de façon parallèle dans une organisation.
Dans le reste de l'étude ici, on va se focaliser sur l'évaluation de l'impact social. Pour commencer, qu'est-ce qu'une mesure d'impact? Alors vous allez le voir, c'est particulièrement compliqué d'obtenir une mesure d'impact. Pour ça, il faut revenir à la chaîne de production de l'entreprise sociale. Une entreprise sociale a une mission, comme par exemple la lutte contre la pauvreté, et des objectifs comme par exemple arriver à réinsérer un nombre X de personnes. Pour ça, elle mobilise des ressources. Et avec ces ressources, avec son activité, elle va obtenir des réalisations, c'est-à-dire un volume de production. Pour vous donner un exemple d'indicateur de réalisation, dans le cadre des petits riens, le nombre de tonnes de vêtements collectés par l'entreprise des petits riens, c'est un indicateur de réalisation. Le nombre de nuitées, par exemple, assurées au sein de la maison d'accueil, c'est également un indicateur de réalisation. Ici, on a essentiellement des indicateurs de réalisation. Alors, ces indicateurs ne nous disent encore rien de l'effet, de l'impact de l'action sur les bénéficiaires. Pour ça, on retourne à la chaîne de production et on voit que donc, ces réalisations vont générer des résultats qui sont des changements observables. Pour vous donner un indicateur de résultats, toujours évidemment dans le cadre des petits riens, eh bien, si on prend l'évolution du revenu des résidents liés à leur passage dans la maison d'accueil, ici on a un indicateur de résultats. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, le nombre de résidents qui sortent avec un revenu issu du travail salarié est plus important que le pourcentage de résidents qui rentrent avec ce type de revenu. Toutefois, ici, en fait, on ne peut encore rien dire, on ne sait pas en fait jusqu'où cet effet est réellement dû à l'action de la maison d'accueil. Par exemple, il pourrait être dû en grande partie à une évolution du contexte macroéconomique positif, comme une évolution positive du marché de l'emploi qui correspond aux personnes accueillies au sein de la maison d'accueil. Donc l'idée ici, pour avoir une mesure d'impact, ce qu'il faut arriver, c'est arriver à dissocier ce qui est dû à l'action de la maison d'accueil de ce qui se serait passé de toute façon. C'est-à-dire, il faut vraiment essayer d'isoler la valeur ajoutée de l'action de la maison d'accueil. Et donc, pour cela, il faut essayer d'identifier la part des changements observés qui sont véritablement dus à l'action de la maison d'accueil. Pour ça, il faut arriver à minimiser ce qu'on appelle les problèmes d'attribution. Pour vous donner un exemple concret, reprenons le taux de réinsertion moyen des entreprises d'insertion en France, qui est de 62%. Supposons 2 entreprises sociales qui présentent le même taux de réinsertion, de 62%. À première vue, on aurait tendance à se dire que ces 2 entreprises sociales ont des performances sociales plus ou moins équivalentes. Si maintenant on regarde le type de profil que ces entreprises sociales prennent en charge, on se rend compte que l'entreprise sociale A prend en charge des personnes qui sont plus éloignées de la réinsertion socio-professionnelle que l'entreprise sociale B, parce que, ayant une éducation, un degré d'éducation plus faible et une expérience professionnelle moins longue. À ce moment-là, on aurait tendance à se dire, en fait, c'est l'entreprise sociale A qui a des performances sociales plus importantes que l'entreprise sociale B. Maintenant, supposons que ces 2 entreprises sont dans des régions tout à fait différentes et que l'entreprise sociale A a connu un contexte macroéconomique favorable avec une croissance de l'emploi, alors que l'entreprise sociale B n'a pas connu ce contexte macroéconomique favorable. On voit, in fine, que c'est extrêmement compliqué de dire quoi que ce soit sur les performances sociales respectives de ces 2 entreprises sociales. Alors, donc, ces problèmes se retrouvent évidemment quand on compare 2 entreprises sociales. On a la même chose quand on compare une entreprise sociale d'une année à l'autre. Donc, une entreprise sociale peut, par exemple, afficher une amélioration de son taux de réinsertion,
non pas parce qu'elle a amélioré ses performances sociales, mais simplement parce qu'elle a changé de population cible et elle a pris en charge des personnes dites plus faciles à pouvoir, moins éloignées de la réinsertion. C'est ce qu'on appelle le biais de sélection. Cette amélioration du taux de réinsertion peut également être due à d'autres événements qui ont eu lieu de façon simultanée, comme le contexte macroéconomique ou comme d'autres politiques ou comme d'autres événements qui ont pu influencer ce taux de réinsertion. Et ça, on appelle cette problématique le biais de simultanéité d'événements. Alors, généralement, le focus est porté sur ces problèmes d'attribution. Et c'est essentiellement ces problèmes d'attribution qu'on met en avant. Mais en fait, ce ne sont pas les seuls obstacles qui nous empêchent d'appréhender tout à fait la réalité des effets d'une entreprise sociale. Il existe en fait des limites à chaque étape du processus d'évaluation. Si on parcourt ces différentes étapes, eh bien, la première, c'est identifier les effets de l'action de l'entreprise sociale. Il est impossible d'identifier l'ensemble des effets de l'action d'une certaine entreprise sociale. Ils sont extrêmement nombreux et de nature très différente. Et donc, on peut passer à côté d'un effet important simplement parce qu'on ne l'a pas identifié au départ. Et donc, on n'a pas essayé de voir d'avoir un outil pour essayer de voir si cet effet a en effet lieu et de pouvoir le suivre. Après, il est aussi impossible de prendre en considération l'ensemble de ces effets dans le processus d'évaluation. Et donc, on est obligé de faire une forme de sélection qui représente également une limite. La deuxième étape du processus d'évaluation consiste à définir des indicateurs adéquats. Alors, un indicateur, c'est vraiment un outil de mesure. C'est un outil. C'est essayer de passer de l'effet à une idée de l'importance de cet effet, de jusqu'où est-ce que cet effet a augmenté, a diminué, est important ou pas. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil de mesure. Et ici, on fait face à des limites intrinsèques qui sont liées aux limites des connaissances humaines. Donc, on doit faire, en fait, avec un nombre d'indicateurs à notre disposition, avec les outils qui sont à notre disposition, et ils représentent toujours une simplification de la réalité. Si on prend, par exemple, un indicateur d'estime de soi, eh bien, c'est une échelle spécifique qui va permettre d'appréhender une dimension spécifique d'un concept aux contours flous, larges, multiples. Donc, on a toujours une certaine forme de simplification de la réalité. Enfin, la troisième étape, c'est choisir la méthodologie qui va nous permettre d'essayer d'éviter, de minimiser les problèmes d'attribution. Il existe plusieurs méthodologies, je vais y revenir, mais elles ont toutes des avantages et des inconvénients, mais elles ont toutes aussi des limites. Il est pratiquement impossible d'éviter complètement les biais d'attribution. Donc, ça représente également une limite. Alors, à ça, il faut ajouter une dernière limite qui est la question du temps, c'est-à-dire que il faut que la temporalité du dispositif d'évaluation corresponde à la temporalité des effets. Et on peut louper certains effets simplement parce qu'on n'a pas donné assez de temps que pour pouvoir laisser à l'effet la possibilité de se manifester. Alors, étant donné toutes ces limites, il y a deux grands positionnements possibles pour les entreprises sociales. Un premier positionnement qui est de se dire, en fait, l'impact social est insaisissable et il ne doit pas faire l'objet de quantification. Une deuxième démarche consiste à se dire qu'une démarche qui vise à appréhender l'impact, tout en étant conscient, bien sûr, des limites de cette démarche, peut permettre de capturer de l'information qui peut être utile à l'entreprise. Alors, ces deux positionnements sont tout aussi légitimes l'un que l'autre. Les Ptyriens, eux, ont choisi de se positionner, ont choisi le deuxième positionnement, et on les a accompagnés dans cette démarche, et je vais vous expliquer ce qu'on a développé. Pour ça, je vais revenir au processus d'évaluation de l'impact.
Donc, la première étape consiste à identifier les effets et sélectionner les effets que l'on veut mesurer. Dans le cadre des petits riens, l'objectif était d'évaluer l'impact social de la maison d'accueil sur ses résidents. Alors on voit ici qu'on a une première forme de sélection, puisqu'on ne voulait pas analyser l'impact social de la maison d'accueil sur l'entièreté de ses parties prenantes, donc par exemple sur ses travailleurs sociaux. On a vraiment voulu, enfin ce qu'on souhaite, c'est d'analyser l'impact de la maison d'accueil sur ses bénéficiaires directs, c'est-à-dire les résidents. Par contre, dans la seconde étape, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a voulu être le plus exhaustif possible et essayer d'identifier un maximum d'effets que la maison d'accueil pouvait avoir sur ses résidents. Et ça, on l'a fait avec les différentes parties prenantes. Donc d'abord, on a fait des entretiens avec les résidents et on leur a aussi posé la question directement. Qu'est-ce que vous pensez qu'un passage au sein de la maison d'accueil vous apporte ou vous a apporté ? On a ensuite fait un focus group avec les travailleurs sociaux où on leur a demandé de lister, les différentes réalisations qu'ils faisaient et les différents dispositifs au sein de la maison d'accueil et quels étaient les effets espérés et les effets qu'ils pensaient avoir de ces réalisations et de ces dispositifs. Ensuite, on a organisé tous ces effets dans un tableau qu'on a soumis à la directrice de la maison d'accueil, qui a également fait son apport et qui a également enrichi le tableau, et à la direction générale. Alors, on a ensuite sélectionné les effets qu'on souhaitait suivre en fonction de la mission de la maison d'accueil et de la pertinence de ces effets, avec l'équipe de direction et en faisant un retour aux travailleurs sociaux et à la directrice de la maison d'accueil, et donc avec certaines adaptations. Alors, ce qu'on a obtenu, en fait, c'est 5 grandes dimensions de type d'effets. Premièrement, des effets socio-économiques, comme l'évolution de la situation administrative du résident, de son logement, du revenu, de son activité et de ses finances. Des effets de type acquisition de compétences professionnelles, acquisition de compétences relationnelles. Des effets de type santé physique, comme l'évolution de la médication, l'hygiène de vie, la suétude, la santé en général. Des effets de type psychologique, comme l'auto-efficacité perçue, qui est, comme Julien l'a dit, la capacité, la perception qu'un individu a dans sa capacité à, par exemple, influencer le cours de sa vie. L'estime de soi et le bien-être dans la maison d'accueil. Et enfin, un effet réseau social, c'est-à-dire construction d'un nouveau réseau et renouer avec son ancien réseau. Alors on a aussi évidemment confronté ces dimensions qui venaient du terrain avec ce qu'il y avait dans la littérature, et on les retrouve plus ou moins présentés de façon différente dans les tableaux théoriques de l'Organisation mondiale de la santé, qui essaye d'identifier les facteurs, par exemple, d'inégalité, de pauvreté ou de bien-être. On les retrouve aussi dans, à chaque fois de façon un peu différente, d'autres études sur la question de l'impact social. Et alors, ce qu'on a essayé de faire avec les différentes parties prenantes, c'est détailler au maximum ces effets pour essayer d'avoir une vision la plus détaillée possible. Et ça, vous le retrouvez, en fait, vous retrouvez ces tableaux en annexe dans la petite brochure qu'on a faite. Alors, la deuxième étape est l'étape du choix des indicateurs. Quels indicateurs on va utiliser pour appréhender ces différents effets ? Alors, pour choisir ces indicateurs, c'est-à-dire vraiment passer de l'effet à une mesure de cet effet, on a fait une revue de la littérature pour essayer de voir c'était quoi tous les outils dont on pouvait disposer. Et on a beaucoup aussi discuté avec nos collègues, dont notamment nos collègues psychologues dans notre centre, le CIRTES, qui est un centre interdisciplinaire. Et ça a été très riche également.
Et alors, on a décidé de mobiliser deux types d'indicateurs. Des indicateurs objectifs qui essayent d'appréhender les conditions de vie objectives d'un individu, et puis des indicateurs subjectifs qui, eux, prennent en considération la perception que l'individu a de son bien-être, par exemple. Pour vous donner un exemple concret, l'effet revenu, eh bien, l'indicateur utilisé, c'est l'évolution du revenu mensuel en euros. L'effet estime de soi, là, c'est un indicateur subjectif qui est mobilisé, qui est l'échelle de Rosenberg, qui est une échelle d'estime de soi qui est notamment utilisée par nos collègues en psychologie. Et puis, en fait, ensuite, ce qu'on a fait, c'est on a demandé à des résidents qui ont été sélectionnés pour leurs profils différents, parce que la population au sein de la maison d'accueil est très hétérogène, et on leur a demandé de tester ces indicateurs. Et on a, avec eux, passé en revue toutes les questions, on les a reformulées, etc., avec eux. Et on a aussi enrichi le questionnaire de nouveaux indicateurs suite à leurs conseils. Alors, ce qu'on a obtenu, ce qu'on a développé, c'est 3 questionnaires. Un pour les résidents, un pour les travailleurs sociaux et un pour les chefs de service dans lequel le résident réalise sa mise en activité. Alors, ça nous permet de pouvoir croiser les regards. Alors, le questionnaire des résidents est évidemment le questionnaire le plus important. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents indicateurs qu'on a mobilisés, mais par contre, pour vous donner une idée concrète de ce que ça représente, en fait, ce sont des questionnaires qui sont en ligne et donc qui peuvent être complétés de façon relativement facile et sans que ça prenne trop de temps. Et alors, pour les résidents, pour faciliter l'utilisation, ce qu'on a fait, c'est que le questionnaire est complété à partir d'une tablette. Et ça permet de rendre l'utilisation plus facile et aussi ça permet l'anonymat des réponses. Donc, le résident est encadré au début et à la fin par le travailleur social, mais le but, c'est qu'il réponde seul au questionnaire. Que bien sûr, s'il a des questions, s'il souhaite être encadré, etc., il puisse demander au travailleur social d'être plus présent, mais que l'objectif soit qu'il réponde seul. Alors, pour de nouveau faciliter l'utilisation, et par exemple pour les résidents qui ont des problèmes à la lecture, ce qu'on a fait, voilà, c'est pour vous donner un exemple vraiment concret, c'est qu'on a fait un support audio, donc ils peuvent écouter les questions, et dans la mesure du possible, on a fait un support graphique également pour faciliter l'utilisation. Alors, la 3e étape, c'est l'étape du choix de la méthodologie. C'est-à-dire, quand est-ce que ces indicateurs vont être mesurés et à quoi est-ce qu'ils vont être comparés? Il existe plusieurs types de méthodologies qui se différencient dans la situation alternative à laquelle elles font référence. Alors, rapidement, donc, on a par exemple la méthodologie qui est la reconstitution subjective. Là, ce qu'on demande, c'est ex post, c'est-à-dire après que le bénéficiaire ait bénéficié de l'action de l'entreprise sociale, qu'est-ce qu'il pense que cette action lui a apporté? Alors, ce que fait le bénéficiaire mentalement, c'est qu'il compare sa situation actuelle au souvenir qu'il a de sa situation avant de bénéficier de l'action de l'entreprise sociale. C'est pour ça qu'on l'appelle reconstitution subjective. Il reconstitue la situation d'époque. Et il compare les deux. La deuxième méthodologie possible, c'est la méthodologie de type avant-après. Là, on mesure les indicateurs avant que le bénéficiaire ne bénéficie de l'action de l'entreprise sociale et après. Et puis, on regarde si on a une différence significative entre les deux mesures. Cette méthode a comme avantage de pouvoir limiter les erreurs subjectives de la première méthode et elle reste facile à mener, mais elle ne permet pas de contrôler complètement pour les problèmes d'attribution. Alors, il existe 2 autres méthodologies plus complexes qui
fonctionne à partir de groupes contrôle, où là l'idée c'est que l'évolution du groupe, de la situation du groupe bénéficiaire est comparée à l'évolution de la situation d'un autre groupe qui est très proche du groupe bénéficiaire, mais qui n'a pas bénéficié de l'action de l'entreprise sociale. Et donc on suppose qu'ils ont des profils équivalents, ce qui permet d'éviter le biais de sélection, et qui font face, qui vont subir les mêmes événements simultanés, et donc ça permet également de minimiser ce biais-là. Alors l'approche la plus poussée dans ce sens-là, c'est l'expérimentation aléatoire, où là, l'idée, c'est issue des sciences de la médecine, c'est vraiment de refaire sur le terrain, d'essayer de refaire sur le terrain une situation de laboratoire où on pêche au hasard les personnes qui vont bénéficier de l'action de l'entreprise sociale parmi un groupe de personnes qui peuvent potentiellement bénéficier de cette action. Alors, ces méthodes sont très rigoureuses pour essayer de minimiser les problèmes d'attribution, mais par contre, elles sont coûteuses et elles posent parfois des questions éthiques et demandent un bouleversement assez important des pratiques à l'intérieur même de l'organisation. Dans le cas des petits riens, ce n'était pas possible de mener une approche de ce type-là. Ça aurait trop bouleversé les pratiques au sein de la maison d'accueil et ça aurait aussi posé des questions plus éthiques. Et donc, ce qu'on a décidé de mobiliser, c'est une méthode de type avant-après. Donc, ce qu'on va faire, c'est mesurer les indicateurs à l'entrée, donc quand le résident entre dans la maison d'accueil, pendant, sans doute une fois, voire deux, son séjour au sein de la maison d'accueil et à la sortie. Et puis on va également assurer un suivi post-hébergement pour certains indicateurs. Alors tout ce dispositif, maintenant, est plus ou moins finalisé et il va être testé pendant 2-3 mois et il va être évidemment retravailler, revu en fonction de ce que les différentes parties prenantes vont nous dire. Donc on va organiser des focus group et on va récolter les récits des différentes parties prenantes et on va réadapter l'outil en fonction également des résultats qu'on aura pu obtenir, mais surtout la façon dont c'est vécu au sein de l'organisation. Alors ça va nous permettre de mettre en place 2 outils importants. C'est premièrement un tableau de bord qui va pouvoir être maintenu, continuellement utilisé au sein des petits riens et qui reprendra donc les indicateurs mesurés avant et après. Et on pourra voir s'il y a une différence significative dans cette évolution qui devra être interprétée au regard de l'évolution du profil des bénéficiaires et d'autres événements simultanés comme l'évolution du marché de l'emploi ou du secteur immobilier à Bruxelles. Un deuxième outil, ce sera une étude plus approfondie. On va essayer de faire une étude économétrique longitudinale pour essayer de capter certains processus sous-jacents. Donc, par exemple, on va analyser quels sont les facteurs qui favorisent la bonne sortie. Donc, est-ce que, par exemple, une évolution en termes de compétences a un pouvoir explicatif d'une probabilité de bonne sortie plus importante que une évolution, par exemple, du réseau social. C'est essayer de regarder quelles dimensions semblent les plus clés pour expliquer la bonne sortie. On va également s'intéresser à l'interaction entre la mise en activité. Julien vous l'a dit, c'est un des principes fondamentaux de la maison d'accueil. On va essayer de voir qu'est-ce que cette mise en activité, par exemple, peut permettre sur l'évolution de l'estime de soi ou de l'auto-efficacité perçue. Et enfin, on va également essayer d'investiguer comment est-ce que ces différentes dimensions bougent et évoluent en fonction des différents profils des résidents au sein de la maison d'accueil. Alors l'idée, c'est que ces informations, on le pense et on l'espère, mais on le pense, vont permettre de donner de l'information utile
aux petits riens et à la maison d'accueil. Alors, ils devront bien sûr être interprétés au regard de l'expertise des travailleurs sociaux et de la maison d'accueil, et ils pourront bien sûr jamais remplacer cette expertise. Et en plus, je veux dire, l'idée, c'est évidemment de présenter les résultats et de les discuter et de les comprendre davantage aussi grâce à l'expertise de la maison d'accueil. Mais voilà, on pense que ça permettra d'essayer de mettre en lumière des nouvelles choses ou de voir des nouvelles choses grâce à cette étude. Alors, pour conclure, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement compliqué d'avoir... l'évaluation des performances sociales est complexe. Avoir une mesure d'impact social, c'est extrêmement compliqué. Et donc, j'avais envie de terminer par une conclusion ouverte, avec des questions ouvertes, qui restent ouvertes, qui doivent continuer à faire débat et qui feront sûrement débat également dans la deuxième partie de cet après-midi. C'est notamment d'abord une question de type épistémologique, Julien l'a également soulevé, c'est jusqu'où peut-on quantifier le social? On reviendra sur cette question, et bien sûr il n'y a pas de réelle réponse, ça reste ouvert. Une deuxième question qui est une question de type méthodologique, qui est quelle méthodologie choisir? En étant très attentif à la méthodologie choisir, parce qu'elle influence également les résultats. C'est très important, quand on analyse des résultats, de savoir c'est quoi la méthode qui a été utilisée derrière, et puis surtout qui choisit, et avec qui on fait ce processus. Ce sont des questions tout à fait clés, parce que les choix ne sont pas neutres. Une troisième question qui est d'ordre organisationnel et de gouvernance, qui est... On va mettre en place un dispositif pour essayer de capter l'effet de l'action de la maison d'accueil, mais on peut aussi se demander quels sont les effets, quel est l'impact de la mise en place d'un tel dispositif. Et ce fameux effet boussole qui est quels vont être les effets d'avoir ces indicateurs, quelle importance on va leur donner et l'importance de garder cette démarche réflexive et de toujours les re-questionner. Et enfin, une question de type plus politique, qui est quelles conséquences de l'évaluation de l'impact social sur la conception même de l'action sociale et sur ses bénéficiaires, et jusqu'où faut-il une certaine standardisation, ou alors il est préférable d'avoir des dispositifs qui sont ad hoc, c'est-à-dire à chaque fois différents, pour correspondre à la culture et aux pratiques à chaque fois de l'entreprise sociale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.